Le 6 juin 2022, Luana S. est descendue d'un minibus scolaire Combi Escolar dans une banlieue tranquille à 350 mètres de sa maison et a disparu sans laisser de traces. Un Mercedes 608 dépoussiéreux, couleur argile, garé au bord de la route, est devenu le seul indice dans les premières minutes après sa disparition. Cette affaire semblait simple, mais elle s'est avérée beaucoup plus compliquée et sombre qu'on aurait pu l'imaginer. Le temps passait, la pluie effaçait les traces, et chaque nouveau fait rendait le mystère de sa disparition plus complexe. 6 juin 2022, lundi. À 14h57, la caméra de surveillance d'une école rurale à la périphérie de São Paulo enregistre un moment qui allait bientôt devenir la scène clé de la chronique criminelle de cette année. Luana S., 9 ans, dit calmement au revoir au chauffeur du minibus Combi Escolar, César V., prend son sac à dos et s'engage avec l'assurance habituelle sur le chemin de terre menant à sa maison. Du point de descente à sa porte, il n'y a que 350 mètres. Le chemin est entièrement visible. Pas d'angle mort, pas de bâtiments abandonnés, pas de passants suspects. Exactement 17 minutes plus tard, la mère de Luana part à la rencontre de sa fille, n'ayant pas attendu son retour habituel. La rue est complètement vide. Luana n'est visible nulle part. À partir de ce moment, le temps de sa disparition commence à s'écouler. La première chose qui attire l'attention de la police est un Mercedes 608D, un camion poussiéreux, couleur argile, sans aucune publicité latérale, garé au bord de la route non loin du lieu de la disparition. Des résidents l'avaient là déjà vu auparavant, mais ne lui avaient pas accordé d'importance particulière. Maintenant, il était au centre de l'enquête. Autour du véhicule, l'environnement habituel d'une banlieue rurale, poussière, buissons secs et vieux asphalte, par endroits brisés jusqu'au gravier. À côté du camion, les enquêteurs découvrent un détail qui semble immédiatement suspect. Dans l'herbe se trouve une étiquette déchirée avec un code QR et le logo de la maison de prêt sur gage, l'Amigue Féroce. À première vue, cela ne signifie rien, mais la police le récupère soigneusement et le conserve comme preuve. À proximité, sur le chemin de terre, les enquêteurs remarquent les prévisions météorologiques sur leur tablette de service. Une forte pluie est attendue dans 90 minutes. Cela signifie que toute trace, empreintes de pneus ou de chaussures seront emportées. La police établit rapidement 3 versions principales des événements. La première, le chauffeur du minibus, César V., 54 ans. L'homme est connu depuis longtemps des résidents, a rempli ses devoirs de manière irréprochable pendant des années et n'a jamais donné lieu à des questions. Cependant, dans de tels cas, les proches et ceux qui ont vu les disparus en dernier sont toujours vérifiés en premier. La deuxième version, un berger, locataire du champ voisin, un homme âgé, peu sociable, qui interagit à peine avec les voisins. Son logement, une petite maison au bord du champ, à seulement 200 mètres de la route où Luana a disparu. Il prétend n'avoir rien vu ni entendu, bien qu'il aurait dû, selon toute vraisemblance, remarquer quelque chose d'inhabituel. La troisième version, un conducteur ou passager inconnu du Mercedes 608D. Le véhicule reste une énigme. Aucun des résidents ne peut dire à qui il appartient et pourquoi il est garé précisément ici. 1 heure après le début des recherches, la police arrête le chauffeur du minibus, César. Il est surpris, confus, mais n'oppose aucune résistance. Les enquêteurs examinent son véhicule en détail. L'enregistreur de voyage n'avait, pour une raison quelconque, pas enregistré de vidéo pendant la période cruciale, de 14h40 à 15h30. De plus,
la police découvre un brouilleur de signal GPS dans le minibus. César affirme voir cet appareil pour la première fois et ne pas savoir d'où il provient. Cependant, il devient rapidement clair que le chauffeur dit la vérité. César n'a effectivement rien à voir avec la disparition de Luana. Il était dans un café à l'heure indiquée. Des témoins confirment son alibi. Le brouilleur aurait pu être placé intentionnellement pour orienter l'enquête sur une fausse piste, mais qui aurait pu le faire et pourquoi reste pour l'instant incertain. À 17h25, un nouveau détail apparaît dans l'enquête. Un drone de police du BPRV capte une signature thermique qui s'interrompt soudainement près d'une vieille tour de pompage à côté d'un entrepôt de bioéthanol abandonné. Le bâtiment se trouve à environ 1 km du lieu de disparition de Luana. Le terrain est clôturé, abandonné, entouré d'une bande forestière. Le signal vidéo du drone s'interrompt brusquement. La technologie fait défaut précisément à ce moment. Il reste 35 minutes avant le début de la forte pluie. Les enquêteurs décident de faire appel d'urgence à des spéléologues des pompiers qui peuvent examiner les espaces souterrains de la tour et de l'entrepôt abandonné. Tout retard menace la perte des dernières preuves. La police comprend que la technologie travaille contre la météo et le temps. Pourquoi César, le chauffeur du combi scolaire à la réputation irréprochable, avait-il activé le brouilleur de signal GPS précisément ce jour-là? Une question apparemment simple, mais derrière elle se cachait toute une série de circonstances qui pouvaient renverser le cours de l'enquête. Depuis la disparition de Luana, la police avait déjà vérifié et confirmé l'alibi du chauffeur du minibus. Mais une chose restait totalement incompréhensible. Pourquoi César avait-il besoin du brouilleur GPS trouvé dans son combi? À première vue, il n'y avait rien d'inhabituel dans les actions de cet homme d'âge moyen et calme. Mais les enquêteurs savaient qu'il n'y a pas de coïncidence dans de telles situations. En examinant les archives et les rapports de la police routière locale, l'enquête tombe sur un détail étrange. Depuis 2 années consécutives, César figurait régulièrement sur les listes des contrevenants au code de la route pour des violations d'itinéraire. Les amendes étaient mineures, mais elles indiquaient obstinément une chose. Le chauffeur utilisait souvent le bus à des fins autres que celles prévues. L'itinéraire scolaire officiel était enregistré par le système de surveillance et chaque écart était sanctionné. Il s'avère que César proposait des services de transport privé en utilisant son minibus de service. Les clients étaient d'accents variés. Des voisins qui avaient besoin de transporter d'urgence quelque chose d'encombrant, aux parents d'élèves qui payaient extra le chauffeur pour la livraison de matériaux de construction directement à domicile. Ces trajets rapportaient un petit revenu supplémentaire, suffisant pour que César ignore les amendes occasionnelles. L'enquête confirme rapidement que César avait reçu le matin même du 6 juin, jour de la disparition de Luana, un paiement en espèces d'un parent pour la livraison express de matériaux de construction. Et manifestement, pour cacher une autre route illégale au système de surveillance, le chauffeur avait de nouveau eu recours à une méthode éprouvée. Il avait activé le brouilleur de signal GPS. À première vue, l'explication est simple et logique, mais l'enquête pose toujours plus de questions. Les enquêteurs convoquent à nouveau César pour interrogatoire. La conversation est entièrement enregistrée, sans coupure ni édition, comme c'est la coutume dans les affaires criminelles graves. La police demande directement « Pourquoi avez-vous utilisé le brouilleur GPS précisément ce jour-là » César répond sans hésiter « Je l'ai allumé pour que le répartiteur ne voie pas que je m'écartais de l'itinéraire standard. Le matin, j'ai livré des matériaux de construction dans un village voisin et c'est interdit selon les règles de l'école. J'ai déjà fait ça avant. On me payait en espèces pour ces trajets. » La police enregistre cette réponse et pose la question suivante. « Mais pourquoi avez-vous tourné sur la route secondaire précisément au moment de la disparition de Luana ? Cela n'a rien à voir avec la livraison que vous avez terminée le matin. » César répond qu'il voulait simplement raccourcir le chemin car il était pressé de rentrer chez lui. Cependant,
Cette version suscite des doutes. La route secondaire est plus longue que la route principale et allonge au contraire le trajet. César hésite visiblement. L'enquête note cette lacune logique. Il ne semble pas coupable, mais il cache manifestement quelque chose. Pendant que la police clarifie de petits détails sur César, les techniciens continuent d'examiner son minibus combi Escolar. À l'intérieur, ils trouvent une nouvelle preuve étrange. Un long cheveu noir sur le siège du conducteur. Le chauffeur affirme que lui seul utilise le bus et qu'aucun autre passager que les élèves n'y est monté. Les techniciens ont immédiatement une hypothèse. Le cheveu pourrait appartenir à une personne inconnue liée à la disparition de Louana. Cependant, le laboratoire est surchargé. L'analyse ADN prend du temps et les résultats de l'analyse du cheveu ne seront pas prêts aujourd'hui. Ce retard oblige les enquêteurs à réévaluer leurs priorités. L'attention alterne entre le minibus et le mystérieux Mercedes 608D, qui est toujours garé au bord de la route et couvert par les gouttes de la pluie qui commencent. À 23h40, l'enquêteur reçoit un message urgent de l'ANP, Agence nationale du pétrole et des carburants, sur sa tablette de service. Il s'avère que la police a également vérifié le carburant dans le réservoir du combi de César. Les appareils confirment qu'il s'agit bien de carburant diesel et tout semble normal, jusqu'à ce qu'un détail étrange apparaisse. Le reçu de carburant que le chauffeur avait émis ce jour-là, précisément à 12h05, s'avère être falsifié. C'est la constatation officielle de la police. Un reçu avec un tampon falsifié, sans confirmation de la vente réelle de carburant. Le chauffeur voulait manifestement cacher le ravitaillement réel ou dissimuler l'heure et le lieu de sa présence. Cette falsification de documents semble insignifiante au vu de l'ensemble des événements, mais ce sont précisément de tels détails qui deviennent toujours décisifs dans les enquêtes. La police adresse immédiatement une demande supplémentaire à l'ANP pour connaître les détails de la station-service d'où provenait prétendument le reçu falsifié. C'est précisément à ce moment que le signal de la tablette s'interrompt soudainement. Cela signifie que la connexion à la base de données centrale est coupée et que toutes les nouvelles données sont temporairement indisponibles. Simultanément, un nouveau message radio arrive. L'équipe d'intervention, qui monte toujours la garde près du Mercedes 608D, signale que le conducteur est enfin revenu au véhicule. Son identité était inconnue jusqu'à ce moment. La police dirige immédiatement toute son attention sur cette personne. Laissant de côté les infractions mineures de César, les forces de l'ordre s'attachent à découvrir qui est au volant du camion qui est resté toute la journée près du lieu de disparition de Louana. Maintenant, c'est précisément ce mystérieux Mercedes 608D qui devient le centre de la prochaine phase de l'enquête. Que cachait la famille de Louana derrière le litige foncier apparemment simple avec la coopérative locale de bioéthanol, d'anciens conflits commerciaux, des messages mystérieux et d'étranges découvertes autour de la tour de pompage abandonnée, tout cela se tissait en un réseau de petits faits apparemment sans rapport qui pourraient expliquer la disparition de Louana. Pendant que la police établissait l'identité du chauffeur du minibus, le deuxième groupe d'intervention commençait à vérifier la famille de Louana. C'est la procédure standard. Les proches sont toujours les premiers à être vérifiés par les enquêteurs lorsqu'un de leurs parents disparaît. Mais au lieu des conflits quotidiens attendus et des querelles familiales banales, la police s'est heurtée à une situation inhabituelle et complexe. Il s'est avéré que la famille de Louana était depuis longtemps et sérieusement en conflit avec la coopérative locale de bioéthanol. La vieille tour de pompage et l'entrepôt, exactement là où la signature thermique captée par le drone s'était interrompue, appartenaient à la coopérative. Il est apparu que le terrain sur lequel se trouvaient ces bâtiments abandonnés faisait l'objet d'une longue procédure judiciaire depuis plusieurs années. La famille de Louana affirmait qu'une partie du terrain leur appartenait et avait été illégalement occupée par la coopérative. Le conflit s'est intensifié le 18 mai 2022, quelques semaines seulement avant la disparition de Louana,
lorsque son père a officiellement déposé plainte contre la coopérative. Le même jour, la famille a reçu la première série de messages anonymes contenant des menaces de nature indéterminée. Les messages arrivaient sur les téléphones portables de tous les membres de la famille. Il n'y avait pas de demande ou d'explication claire, seulement des allusions à des désagréments si la plainte n'était pas retirée. Les enquêteurs découvrent rapidement un autre détail important. Peu avant la disparition de Luana, la coopérative avait chargé des sous-traitants, des transporteurs de ferraille indépendants, de démonter d'anciens réservoirs et de nettoyer le terrain de la ferraille. Le travail ne semblait pas suspect jusqu'à ce que la police vérifie les noms des transporteurs. Lors de l'interrogatoire, le représentant de la coopérative semble sûr de lui et calme. À la question de la police de savoir si les sous-traitants engagés pour le démontage des anciennes structures avaient quelque chose à voir avec les menaces contre la famille de Luana, il répond sans ambiguïté « Nos sous-traitants ont un casier, fier. Ils travaillent sur une base contractuelle, sont officiellement vérifiés par le département de sécurité et nous faisons confiance à ces personnes. Ils n'ont pas eu de problème avec la loi. » Cependant, l'avocat de la famille de Luana, présent lors de l'interrogatoire, interrompt et ajoute immédiatement « Nous avons des informations contradictoires. » La famille a reçu des appels anonymes dans lesquels le chauffeur d'un des camions de ferraille citait clairement les noms de fonctionnaires du conseil municipal et même de certains policiers. Ces appels étaient mot à te masqués, mais c'est tout à fait évident. Les transporteurs étaient au courant de la plainte et voulaient pas clairement l'arrêter. L'enquête constate un contraste frappant dans les déclarations officielles. La coopérative nie tout problème, l'avocat de la famille insiste sur l'existence de menaces et sur l'implication de sous-traitants inconnus dans l'intimidation. Dans une telle situation, la police ne peut pas laisser cette version sans vérification. La découverte suivante détourne l'enquête et crée encore plus de confusion. Dans l'arrière-cour de la famille de Luana, dans un vieux hangar rarement utilisé, la police trouve de façon inattendue une plaque métallique portant l'inscription et le code QR Lamig Féroce. La même plaque avait déjà été trouvée près du mystérieux Mercedes 608D au bord de la route le jour de la disparition de Luana. À première vue, cette découverte semble étrange. Pourquoi une plaque avec le logo d'une maison de prêt sur gage ou d'un commerce de métaux se trouvait-elle précisément chez la famille qui affirme être poursuivie par des transporteurs de ferraille? Cela plonge la police dans une impasse encore plus grande. Tandis que les techniciens tentent de déterminer l'origine de la plaque métallique et de trouver son propriétaire, les enquêteurs reviennent une fois de plus au mystère principal. Que s'est-il passé exactement entre la famille de Luana et la coopérative et qui pourrait réellement être derrière les menaces? Matin du 7 juin, 5h58. Pendant que les enquêteurs examinent les détails du litige foncier, un hélicoptère de recherche du service d'incendie et de sauvetage FireMG survole à nouveau la zone autour de la vieille tour de pompage. Maintenant, la police dispose d'une caméra FLIR hautement sensible, capable de détecter une chaleur minimale à plusieurs mètres sous terre. À ce moment précis, la caméra capte une tache de chaleur distincte à environ 6 mètres sous la tête de la vieille tour de pompage. Le signal est parfaitement clair, stable et net. La police conclut immédiatement. Luana est très probablement en vie, mais se trouve dans un endroit extrêmement difficile d'accès, peut-être dans un ancien puits technique ou un réservoir souterrain. Les forces d'intervention appellent immédiatement des sauveteurs équipés de matériel lourd pour la descente et la montée dans les puits. Le temps joue à nouveau contre la police. La pluie annoncée a commencé. Tout retard pourrait entraîner l'inondation complète des réservoirs souterrains où Luana est supposée se trouver. L'équipe de sauvetage commence à installer l'équipement. Un trépied stable est monté. Un treuil de secours capable de supporter jusqu'à 80 kg de charge est préparé. La forte pluie tombe déjà.
menaçant d'inonder tout ce qui se trouve sous terre. Police et sauveteurs agissent en silence et rapidement, sachant qu'il s'agit de minutes. Pendant ce temps, l'équipe d'intervention de la police traite déjà en parallèle un nouvel indice, la plaque métallique, l'Amig féroce. Quiconque a laissé cette plaque dans le hangar de la famille et à côté de la route essayait manifestement de brouiller les pistes et de cacher ses véritables motifs. Pendant le sauvetage de Louana Dupuis, sa veste devient la clé de l'énigme. On y découvre une minuscule tache d'huile avec une composition chimique inhabituelle. Cette tache apparemment insignifiante transforme l'enquête en un puzzle chimique qui conduit la police à des découvertes et des témoins inattendus. L'opération de sauvetage est rapidement et professionnellement achevée. Louana est soigneusement sortie du puits de la vieille tour de pompage sous la pluie battante et immédiatement remise au médecin. À ce moment, les techniciens remarquent un petit détail, presque invisible au premier coup d'œil. Sur la veste de Louana se trouve une minuscule tache d'huile de couleur et de consistance inhabituelle. Normalement, de telles petites choses sont ignorées. Mais maintenant, chaque détail de l'enquête prend une valeur d'or. La tâche est immédiatement transmise à un laboratoire mobile situé directement dans le véhicule de patrouille sur le lieu de l'intervention. C'est une installation médico-légale moderne appelée Fast DNA, capable de détecter en quelques minutes des compositions chimiques complexes et des connexions ADN. Les spécialistes partagent rapidement les résultats. L'huile appartient à un lubrifiant rare de la série NR150. Il est utilisé exclusivement dans les élévateurs et les mécanismes de préhension des machines lourdes de construction et de levage. À côté du puits, les techniciens trouvent également un morceau de sangle de charge avec des traces de peinture sable clair RAL 1001. C'est exactement la même teinte qu'avait le mystérieux Mercedes 608D qui était garé auparavant au bord de la route. Maintenant, la connexion devient trop évidente pour être fortuite. Les enquêteurs contactent immédiatement les sous-traitants de la société L'Amig féroce, qui étaient déjà apparus plusieurs fois dans l'affaire. Les sous-traitants sont interrogés par vidéoconférence officielle. Le représentant de l'entreprise explique catégoriquement « Chez nous, toutes les sangles de charge sont exclusivement bleues. La couleur RAL 1001 n'est pas utilisée dans notre équipement. Vous confondez quelque chose. » Cependant, les enquêteurs reçoivent presque immédiatement une confirmation contraire. À l'aide du système de pesage automatique PESA Facile, installé sur l'autoroute, la police détecte le Mercedes 608D, précisément le jour de la disparition de Louana. Les caméras enregistrent automatiquement le camion sans ridelle. Le conducteur n'est pas identifiable. Le visage est caché par une casquette, mais la couleur de la sangle qui sécurisait le chargement est clairement visible. Et c'est exactement sable RAL 1001, pas bleu. Cette contradiction directe entre les déclarations et les faits oblige la police à se concentrer précisément sur ce camion. La police trouve rapidement le propriétaire du Mercedes 608D. Le propriétaire, un homme d'âge moyen, robuste, mesurant 183 cm, nie toute implication. Pour confirmer ses paroles, il amène sa femme, qui déclare de façon inattendue que c'était précisément elle qui était au volant ce jour-là. La femme tente de prendre la faute sur elle, manifestement dans le désir de soustraire son mari au soupçon. Cependant, la police vérifie immédiatement cette version à l'aide d'un système d'analyse vidéo. La hauteur de la silhouette du conducteur sur l'enregistrement de PESA Facile est exactement de 183 cm. Cela correspond exactement à la taille de l'homme et ne correspond clairement pas à la taille de sa femme, qui ne mesure que 157 cm. La femme retire rapidement sa déclaration et tente d'expliquer son comportement par un choc émotionnel. Le faux témoignage non seulement perturbe l'enquête, mais confirme également les soupçons de la police quant à l'implication du conducteur du Mercedes dans la disparition de Louana. La situation change radicalement lorsque le laboratoire médico-légal mobile Fast DNA
effectue sur place un examen génétique urgent d'une autre preuve importante découverte précédemment à l'intérieur du camion, le cheveu qui avait été trouvé auparavant dans le minibus de César. En quelques minutes, les résultats de l'analyse ADN sont communiqués à l'enquête. La correspondance complète des 13 loci génétiques indique une personne spécifique. Le propriétaire du cheveu est clairement identifié. C'est Éliseu M., une personne qui n'apparaissait pas jusqu'à présent dans les dossiers de l'enquête, mais qui est maintenant devenue le principal suspect. À ce moment, la police a pour la première fois une piste réelle et tangible. Mais le motif et le rôle d'Éliseu M. dans les événements sont encore totalement obscurs. Il ne connaissait ni la famille de Louana, ni César, ni le propriétaire du camion. Néanmoins, son ADN devient maintenant une preuve irréfutable. L'enquêteur, conscient de toute l'importance du moment, passe immédiatement au système de surveillance cloud CINESP Placas. Cette technologie moderne permet à la police de suivre les itinéraires des véhicules en temps réel. L'enquêteur crée un schéma détaillé de l'itinéraire emprunté par Éliseu M. le jour de la disparition de Louana. Ce schéma devient la dernière pièce du puzzle dans la chaîne d'énigmes et mène l'enquête à la résolution. Désormais, tout l'accent est mis sur la recherche d'un lien entre Éliseu et ceux qui ont déjà joué un rôle dans l'affaire, ainsi que sur la clarification de son véritable motif. Les petits détails ne semblent plus insignifiants. Ils se sont assemblés en une image claire qui permet enfin à la police d'identifier un suspect concret. Tôt le matin du 8 juin, à 6h47, la police arrête Éliseu M. dans sa propre maison. Il n'oppose aucune résistance. Lors du premier interrogatoire, mené avec une précision opérationnelle particulière, il admet brièvement et sèchement qu'il avait prévu de cacher Louana dans le puits près de la vieille tour de pompage seulement jusqu'à la tombée de la nuit, après quoi il avait l'intention de la transférer dans un autre endroit. L'enquête classe immédiatement le motif de ses actions comme évident et extrêmement inquiétant, mais sans détails émotionnels superflus. À partir de ce moment, l'enquête passe en mode de reconstruction technique et méthodique de tous les événements. Chaque preuve précédemment recueillie reçoit une explication claire et sa place dans la chaîne des preuves. Le système de surveillance cloud CINESP Placas montre aux enquêteurs de police un moment important. Le Mercedes 608D, qui avait auparavant soulevé de nombreuses questions, a tourné sur la route secondaire à 15h06 précise. Ce qui coïncide exactement avec la période où Louana a disparu de vue sur son court chemin vers la maison. Ce fait relie Éliseu M. de manière irréfutable au lieu et au moment de la disparition de Louana. Ensuite, les techniciens déterminent l'origine du lubrifiant NR150, précédemment trouvé sur les vêtements de Louana. L'enquête confirme que ce lubrifiant n'est utilisé que sur les élévateurs portables d'un type spécial, auquel Éliseu avait accès. Ces élévateurs ont été utilisés pour descendre soigneusement une personne dans un puits étroit, sans lui causer de graves dommages physiques. L'éclat de peinture de la sangle de charge, identifié comme la couleur RAL 1001, devient le dernier maillon de la chaîne. La police confronte Éliseu à cette preuve. Il ne nie pas et confirme que le camion avec lequel il se déplaçait était effectivement couleur sable et utilisé pour le transport d'outils et d'équipements, y compris l'élévateur. En même temps, l'enquête disculpe définitivement César et le berger locataire, qui figuraient dans les premières versions. L'analyse des modems 3G du bus et des données GPS du berger confirme pleinement leur alibi. Tous les mouvements de ces personnes ont été reconstitués et leur non-implication a été prouvée par des moyens techniques du XXIe siècle, sèchement et sans émotion. Alors que la police commence à transporter Éliseu M. vers la prison préventive de Patos de Minas, un bref incident se produit. Le suspect tente de manière inattendue de libérer ses mains en mordant littéralement les menottes métalliques pour desserrer la prise. Les policiers réagissent immédiatement.
Au lieu d'utiliser la violence ou des menaces émotionnelles, il fixe calmement et froidement les mains du détenu au cadre du véhicule avec un serre-câble. Ce bref épisode souligne que la police gère la situation de manière strictement technique et professionnelle, sans en faire un événement dramatique. Pour l'enquête, c'est simplement une autre situation de travail rapidement résolue sans mots ni émotions superflues. En décembre 2023, Élise M. est condamnée à 31 ans de prison ferme après une procédure judiciaire exhaustive. La sentence prend effet immédiatement et est définitive. La défense ne fait pas appel. Les preuves présentées sont trop solides et sans équivoque. Pour le tribunal et l'enquête, l'affaire est close. Il n'y a pas de discours émotionnel, de sermons moraux ou de conclusions morales profondes. Simplement la constatation des faits, le criminel est puni, l'enquête est terminée. Cette histoire est devenue l'une des plus discutées en Europe en l'an 2023. Ce qui était étonnant n'était pas seulement l'événement lui-même, mais aussi l'âge des personnes impliquées. La raison du conflit entre les participants à cet incident était si minime que les psychologues de premier plan ne pouvaient pas comprendre comment cela avait pu se produire. Certains participants à cette histoire restent anonymes dans cette vidéo, comme l'exige la loi du pays. Louisa, l'héroïne de notre histoire d'aujourd'hui, vivait en Allemagne et a eu 12 ans en l'an 2023. Elle fréquentait l'école locale et obtenait de bons résultats. Louisa était modeste et timide, ce que ses pairs interprétaient parfois comme une faiblesse. Elle évitait les conflits. C'est pourquoi certains enfants ont commencé à la harceler. Malgré son jeune âge, Louisa subissait l'hostilité de ses pairs sans raison apparente. Certaines filles ont commencé à la harceler fortement, et il semblait que cela ne finirait jamais. Louisa a décidé de gérer elle-même les difficultés qui étaient apparues. Elle a choisi de ne pas informer ses parents et de ne pas demander d'aide aux enseignants. 2 filles âgées de 12 et 13 ans l'attendaient régulièrement après les cours et l'accompagnaient chez elle avec des remarques moqueuses. Elle choisissait le moment de manière à ce que les adultes ne remarquent pas leurs actions. En classe aussi, la situation restait difficile. Pendant les pauses, les filles trouvaient des moyens de ridiculiser Louisa devant les autres élèves, sans que les enseignants ne le remarquent. Auparavant, elles étaient toutes de bonnes amies, mais après une dispute, leur relation s'est détériorée. Louisa espérait que tout se rétablirait et qu'elle pourrait redevenir amie comme avant. Mais la situation n'a fait qu'empirer et après quelques mois, cela se produisait quotidiennement. Il semblait que les filles venaient intentionnellement à l'école pour continuer ainsi. Louisa avait peur de réagir à leur comportement. Pourtant, elle a essayé de leur parler, mais sans succès. Leur impunité n'a fait qu'encourager les filles à poursuivre leurs actions. Parfois, il y avait même des violences physiques, mais elles le faisaient discrètement pour éviter les conséquences. C'est pourquoi Louisa a commencé à avoir peur d'aller à l'école. Ses parents ont remarqué des changements dans son humeur. Ils ont essayé de découvrir la raison de son abattement. Mais Louisa a préféré se taire, craignant que la situation ne s'aggrave si elle en parlait aux adultes. Elle espérait toujours pouvoir gérer tout cela seule. Au début, Louisa ne voulait pas s'impliquer dans des conflits, sachant que ses 2 camarades de classe étaient plus fortes. Elle a essayé de clarifier la situation avec des mots, mais leur comportement devenait de plus en plus insupportable. Un jour, Louisa a menacé de tout raconter aux adultes. Alors les amis l'ont à nouveau guettée après les cours et lui ont dit qu'il y aurait de graves conséquences si les adultes l'apprenaient. Louisa était désemparée. Les tentatives de persuasion étaient inutiles et les menaces avec les adultes n'aidaient pas non plus. Elle n'avait pas la force de se battre, mais elle ne pouvait plus supporter les taquineries incessantes. Le lendemain, tout s'est répété. Les filles ont commencé à l'embêter avant même les cours et n'ont pas arrêté de toute la journée. Finalement, Louisa a décidé d'agir différemment. Pendant l'une des pauses, elle est allée voir un professeur et lui a tout raconté. Le professeur a été surpris et a immédiatement parlé avec les amis.
Louisa n'est pas entrée dans les détails, alors le professeur s'est limité à une conversation espérant que cela aiderait. Louisa a confirmé qu'elle était harcelée à chaque pause et il semblait que les camarades de classe craignaient une punition. Après la conversation, elles se sont éloignées et l'ont laissée tranquille le reste de la journée. Louisa a ressenti un soulagement et espérait que sa souffrance était terminée. Le vendredi 10 mars 2023, les filles à qui lui avait causé des ennuis pendant longtemps se sont approchées d'elle avec une offre inattendue de réconciliation. Plus tard, elles ont proposé à Louisa de venir chez elles le samedi pour passer la soirée ensemble et améliorer les relations. Il était prévu que les 3 amies se réunissent, boivent du thé et regardent quelque chose ensemble. Les amies se sont même excusées auprès de Louisa et ont expliqué qu'elles avaient simplement exagéré avec leurs blagues. Pour Louisa, c'était une grande joie, car la veille encore, elle ne savait pas comment arrêter les événements désagréables à l'école. Maintenant, ses relations avec les amis commençaient à s'améliorer, comme elle en avait rêvé. Louisa a accepté l'invitation avec joie et s'est excusée de s'être plainte auprès du professeur. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait plus supporter les situations désagréables et c'est pourquoi elle a dû faire ce pas. Les filles lui ont assuré qu'elles comprenaient. La tension dans les relations amicales semblait avoir disparu. Le 11 mars, un samedi, les amis se sont réunis pour passer la soirée ensemble, comme prévu. Ce jour-là, les parents de Louisa ont remarqué comment leur fille avait changé. Ces derniers mois, elle était souvent abattue, passait beaucoup de temps dans sa chambre et évitait le contact. Elle ne voulait pas aller à l'école, mais maintenant tout semblait avoir changé. Louisa souriait enfin à nouveau et était de bonne humeur. La mère de Louisa était contente que sa fille redevienne sociable et la laissait aller volontiers chez ses amis. La femme connaissait le conflit et était heureuse que les filles aient rétabli leurs relations amicales. Elle comprenait combien il était difficile pour sa fille timide de se faire des amis, et cela la réjouissait autant que Louisa elle-même. Les filles ne vivaient pas loin les unes des autres. Entre leurs maisons se trouvait une petite forêt, mais on pouvait aussi passer par les rues de la ville. Louisa choisissait toujours le chemin sûr à travers la ville. Après le déjeuner, elle est allée chez son amie. Quand Louisa est arrivée chez son amie, elle a appelé sa mère pour lui dire que tout allait bien. Elle prévoyait de rester quelques heures chez son amie et de rentrer chez elle avant 6 heures du soir. Louisa était toujours responsable et respectait normalement cet horaire. Mais ce jour-là, elle était en retard. La mère de Louisa a commencé à s'inquiéter et a appelé sa fille quand elle n'est pas rentrée à l'heure. Mais le téléphone ne répondait pas. 15 minutes s'étaient déjà écoulées et la fille n'était toujours pas revenue. Les appels restaient sans réponse et les messages n'étaient pas lus. L'inquiétude de la mère grandissait et elle a appelé chez l'amie. Celle-ci a dit que Louisa était partie il y a plus de 30 minutes et qu'elle devrait déjà être à la maison. Les parents de Louisa, après plusieurs appels infructueux, ont décidé de partir à sa recherche. Ils sont montés en voiture et ont parcouru plusieurs fois l'itinéraire que leur fille aurait dû prendre. Ils ont vérifié les magasins sur le chemin, mais elle n'était nulle part. Les personnes auxquelles ils s'adressaient n'avaient vu personne qui ressemblait à Louisa. Tout ce temps, son téléphone restait inaccessible. Finalement, les parents ont décidé d'appeler la police. Ils ont déposé une déclaration de personnes disparues et fourni toutes les informations nécessaires pour la recherche. La communauté de la petite ville où vivaient Louisa et sa famille était si unie que l'annonce de la disparition d'une fille de 12 ans a suscité une grande inquiétude parmi les résidents. Les policiers ont réagi à cet événement avec le sérieux qui s'impose, car il s'agissait d'un enfant. Bien que la ville ne compte qu'environ 17 000 habitants, beaucoup se connaissaient, ce qui soulignait l'importance de cette affaire. La plupart des résidents avaient des familles et des enfants, et leur sécurité était la priorité absolue. Pour organiser la recherche de Louisa, la police a fait appel aux médias et aux volontaires, qui ont reçu un soutien significatif de la communauté. La couverture médiatique a attiré l'attention du grand public sur les opérations de recherche. Des unités canines et l'aviation ont été intégrées à l'opération, cependant l'obscurité a compliqué la recherche. Le lendemain,
les volontaires et les équipes de recherche ont intensifié leurs efforts pour retrouver la fille disparue. Parallèlement, les enquêteurs ont mené des conversations avec 2 amis de Louisa qui l'avaient vue la veille de sa disparition. Les filles étaient compréhensiblement inquiètes et effrayées. Les parents étaient également préoccupés et craignaient pour la sécurité de leurs enfants. À ce moment, beaucoup dans les environs craignaient un ravisseur d'enfants. L'accent de la recherche était mis sur les maisons des filles, tandis que la police menait des enquêtes dans l'école où les 3 enfants étudiaient. Une information selon laquelle Louisa avait parlé de ses amis au professeur était suspecte. Pourtant, tout cela semblait insignifiant et rien de suspect n'a été découvert. Dimanche après-midi, un groupe de volontaires se déplaçait entre les maisons des filles à travers la forêt. Dans cette forêt, il y avait un sentier qui représentait un chemin plus court vers la maison de Louisa. Bien qu'elle n'ait jamais emprunté ce chemin, on a tout de même décidé de vérifier cette possibilité. Cela s'est avéré être la bonne décision. À environ 3 km de la maison de Louisa, près de l'ancienne gare, la fille a été retrouvée. Sa tête était couverte et ses vêtements étaient très sales. Un examen a révélé son identité. C'était Louisa, la disparue. Le rapport médical montrait des signes évidents de violence. Les enquêteurs ont trouvé des signes d'une altercation physique, mais n'ont pas pu trouver de preuves substantielles. Le plus important était qu'aucune autre chose n'a été découverte ici, ce qui a considérablement compliqué la recherche du ou des responsables. Selon les autorités, ils avaient affaire à une personne qui nourrissait une forte antipathie envers la jeune fille. La nature des preuves indiquait que cette personne était dans un état d'excitation. La procédure semblait être effectuée de sang-froid, sans montrer aucune émotion. On a supposé que cette agression pourrait avoir été déclenchée par des motifs personnels. Les enquêteurs ont commencé à examiner de plus près l'environnement de Louisa. C'était une fille calme et modeste qui n'est jamais entrée en contact avec des groupes douteux ou des personnes dangereuses. Elle n'avait pas de mauvaises habitudes et ne souffrait pas de maladie mentale. Louisa venait d'une famille aisée et respectable. Ses parents n'avaient pas non plus de problème avec la loi ou leur entourage. Les enquêteurs ont décidé de parler à nouveau avec les amis de Louisa, qui avaient alors 12 et 13 ans. Ils espéraient que les filles auraient remarqué quelque chose de suspect, peut-être que quelqu'un suivait Louisa. Mais les amis n'avaient rien remarqué d'inhabituel. Néanmoins, cette conversation a fait ressortir quelque chose. Alors que les policiers continuaient à poser des questions, l'une des filles n'a plus pu le supporter et a admis qu'elles étaient coupables. Après cela, elle s'est couvert le visage avec ses mains et a commencé à pleurer. Cette nouvelle était si surprenante que même les enquêteurs ont d'abord pensé que c'était une plaisanterie. Mais la fille, en pleurant, a insisté pour dire la vérité et a demandé pardon à ses parents. Dans des circonstances normales, la police arrête immédiatement une personne qui avoue un délit. Mais cette fois, l'affaire concernait 2 filles de 12 et 13 ans. Et selon les lois du pays, elles ne sont pas pénalement responsables. Cette nouvelle a choqué les parents des élèves et la communauté locale. Après une conversation avec les jeunes filles, en présence de leurs parents et avocats, les paroles de la fille qui avait avoué en premier ont pu être confirmées. Son amie a également confirmé sa participation. Les filles ont décrit en détail ce qui s'était passé et ont expliqué qu'elles n'aimaient plus leur ancienne amie à cause de petites disputes depuis quelques mois. Elles se sont mises très en colère lorsque Louisa a parlé de leur comportement au professeur. Les filles pensaient que leurs actions resteraient sans conséquence, mais par peur que les parents soient appelés à l'école, elles ont décidé d'agir. Elles ont invité Louisa chez elles sous prétexte de se réconcilier, pour gagner sa confiance et la tenir éloignée des adultes. Le plan était de discuter de tous les désaccords une fois pour toutes. Quand Louisa est venue en visite, les filles ont d'abord gagné sa confiance. Elles ont bu du thé et regardé quelques vidéos sur Internet. Tout se passait bien. Lorsque Louisa s'apprêtait à rentrer chez elle, l'aînée a suggéré de l'accompagner à travers la forêt et a expliqué que c'était un chemin plus court vers sa maison. Quand elles étaient ensemble, elles se sentaient en sécurité et pouvaient là parler calmement entre elles.
L'ami de Louisa, ne se doutant pas de ce qui allait arriver, a accepté de se rencontrer. C'était la dernière fois que les parents de Louisa la voyaient. Selon leurs informations, il était environ 5h30 du soir. Les filles ont quitté la maison et ont marché un peu plus loin pour ne pas attirer l'attention des passants. À un moment donné, les amies ont accusé Louisa de les avoir trahies et une dispute a éclaté entre elles. La plus jeune d'entre elles est devenue violente. Louisa a essayé de se défendre, mais l'amie plus âgée est également intervenue. Après cela, elles ont laissé Louisa sur place. Les enquêteurs ne pouvaient d'abord pas croire ce qui s'était passé, car les filles venaient de familles normales et n'avaient pas de problème avec la loi. Au début, on pensait qu'un adolescent plus âgé était impliqué, mais les filles ont insisté sur le fait que personne d'autre n'était présent. Pour l'enquête, il fallait recueillir des preuves et comparer les empreintes digitales ainsi que l'ADN. Les filles ont admis avoir tout jeté dans la forêt voisine, mais ne pouvaient pas se souvenir exactement de l'endroit. Elles ont réussi à marcher avec Louisa jusqu'à l'ancienne gare, où elle a été retrouvée plus tard. Presque tout ce qui a été utilisé dans cette affaire a été jeté près du lieu de l'incident. Les enquêteurs ont fouillé minutieusement toute la zone. Cependant, la police n'a pas pu trouver de preuves importantes. Selon les filles, il s'agissait d'un objet ménager qui pourrait être une preuve clé dans l'affaire. Il montrerait exactement qui le tenait pendant l'incident. La police croyait toujours que les filles cachèrent quelque chose et espérait trouver une troisième personne qui aurait pu laisser des traces ou des empreintes digitales. Néanmoins, les jeunes ont insisté sur leur version des événements. Le verdict final reposait entre les mains des criminalistes et des médecins légistes. Sur les mains de Louisa, des marques indiquant des actions défensives ont été trouvées. Elle s'est défendue aussi longtemps qu'elle a pu jusqu'à ce qu'elle soit submergée et que sa résistance s'éteigne. L'enquête a révélé que seul l'ADN de 3 personnes a été trouvé sur les lieux. Celui de Louisa elle-même et celui des 2 élèves reconnus. Finalement, la police a reconnu les déclarations des filles comme crédibles. Aucune preuve de la présence d'une autre personne n'a été trouvée. Selon la loi allemande, la responsabilité pénale commence à l'âge de 14 ans. Par conséquent, aucune des filles n'a pu être arrêtée ou punie. Néanmoins, tous les documents ont été transférés à l'Office de protection de la jeunesse, qui devait prendre en charge le travail ultérieur avec les adolescentes. Le lundi, l'école où les jeunes étudiaient a rouvert ses portes. Des psychologues sont venus pour offrir aide et soutien aux élèves effrayés. Les spécialistes ont travaillé à l'école pendant 3 jours, reportant les cours. Ils ont mené des discussions avec les élèves les plus touchés et organisé des réunions de groupe dans les classes. Les psychologues ont aidé les enseignants à établir le contact avec les enfants et à comprendre leur état. Même après les 3 jours, ils ont poursuivi leur rencontre avec les élèves. Après cela, les cours ont repris en mode normal. En signe de respect, les drapeaux nationaux dans toute la ville ont été mis en berne. Le 22 mars, une cérémonie d'adieu privée a eu lieu à la demande des parents. À l'endroit où Louisa a été retrouvée, les habitants de la ville ont établi un mémorial improvisé. Il s'est avéré que les filles montraient encore peu de signes de remords pour ce qui s'était passé, bien qu'elles aient pleuré au commissariat. Elles se sont rapidement remises et n'ont pas montré de compassion particulière. Peu après, elles ont affiché sur les réseaux sociaux un comportement que beaucoup ont jugé inapproprié et insouciant. Plus tard, leurs comptes ont été supprimés en raison de nombreuses plaintes. Elles communiquaient calmement avec leur père comme si rien ne s'était passé. On sait qu'elles ont été confiées pendant un certain temps aux autorités de la jeunesse, où psychologues et psychiatres ont travaillé avec elles. Il était nécessaire de déterminer si elles avaient des problèmes mentaux et si elles avaient besoin d'un traitement. Selon les lois du pays, elles ne seront pas tenues responsables de ce qui s'est passé. La procédure d'enquête menée par le parquet est terminée et l'affaire a été classée. Aucune preuve n'a été trouvée pour soupçonner quelqu'un d'autre. Le procureur a souligné que les émotions ont joué un rôle important dans cette affaire. Les parents de Louisa étaient profondément choqués et ne pouvaient pas accepter cette décision. Ils ne pouvaient
pas se réconcilier avec le fait que les responsables n'aient pas à subir les conséquences attendues. Leur indignation et leurs actions actives ont attiré l'attention du public sur cet incident. La situation a été discutée à tous les niveaux et la question des défaillances du système juridique allemand a émergé. Le public était indigné qu'un système juridique qui permet de tels événements ne puisse pas punir adéquatement les coupables. Le mécontentement massif a conduit les familles des jeunes impliqués dans l'incident à être forcés de quitter la ville. Les parents de ces jeunes étaient constamment critiqués par les habitants, qui étaient préoccupés par ce qui s'était passé et ne voulaient pas vivre près d'eux. Finalement, les familles ont déménagé en raison des conditions défavorables. Pendant ce temps, les jeunes restent dans une institution d'État et leurs parents maintiennent le contact avec elles. En fin de compte, ce sont les parents de ces jeunes qui ont le plus souffert des actes de leurs enfants. En raison des lois allemandes strictes protégeant la confidentialité, les détails de cette affaire sont restés longtemps inconnus. L'histoire dont il sera question ici nous fait réfléchir sur le côté inquiétant de la nature humaine. Les psychiatres constatent que certains criminels trouvent du plaisir à traquer leurs victimes. Ellen Wake, tendrement appelée Ellie par ses proches, est née à Minneapolis, Minnesota. Elle avait une vie tranquille et des parents attentionnés. La jeune femme avait des dispositions artistiques. Elle s'intéressait au scrapbooking, à la danse, fabriquait des bijoux à partir de métaux simples et aimait beaucoup la musique. Peu après la naissance d'Ellie, la famille Wake a déménagé à Westchester, Ohio. Elle y vivait avec ses parents et son animal de compagnie, un gecko. Dès son plus jeune âge, elle manifestait une grande curiosité et pouvait salir sa plus belle robe si quelque chose attirait son attention. La nature était sa passion. Elle voulait explorer tout ce qui l'entourait sans se soucier des détails comme les vêtements salis. Avec le temps, le cercle d'intérêt d'Ellie s'est constamment élargi. Elle a commencé à cultiver des plantes, à coudre des hamacs et, à l'été 2018, elle a obtenu sa licence d'esthéticienne. La jeune femme rêvait de devenir indépendante et, comme elle le disait, de rendre le monde un peu plus beau. Tout allait bien jusqu'à ce qu'Ellie reçoive un jour un message désagréable d'un profil caché sur les réseaux sociaux. Au début, elle n'y a pas prêté attention, pensant que c'était juste une blague ratée. La situation est devenue progressivement plus préoccupante. Ellie recevait quotidiennement d'étranges messages sur les réseaux sociaux provenant de différents profils inconnus. Les tentatives de blocage n'ont pas résolu le problème. À peine un compte était-il supprimé qu'un nouveau apparaissait, parfois, le jour même. Une situation similaire s'était produite 1 an auparavant, mais à l'époque, tout s'était rapidement terminé. Après quelques blocages, les messages indésirables avaient disparu. Maintenant, l'inconnu faisait preuve de persistance et utilisait différentes plateformes et appareils, ce qui a suscité de sérieuses inquiétudes chez la jeune femme qu'elle a partagée avec ses proches. Mais ce n'était que le début. Après environ 1 mois de telle pression, Ellie a reçu un enregistrement vidéo la montrant dans sa cuisine. L'expéditeur l'avait filmée par la fenêtre depuis l'extérieur, puis avait ajouté des enregistrements inappropriés de lui-même. La situation dépassait clairement le harcèlement Internet ordinaire et prenait un caractère menaçant. Il était évident que le harceleur connaissait l'adresse d'Ellie, c'est pourquoi elle a décidé de s'adresser à la police. Elle discutait souvent de la situation avec son amie Anna, qui s'inquiétait beaucoup pour sa sécurité. C'est Anna qui a insisté sur l'implication immédiate des forces de l'ordre et a convaincu Ellie que seuls eux pouvaient fournir la protection nécessaire. Suite à cela, Ellie s'est rendue au poste de police et a déposé une plainte officielle. La jeune femme a présenté aux enquêteurs une description complète des événements, y compris des photos, des messages inquiétants et ladite vidéo perturbante. Les enquêteurs ont tenté de déterminer si le harceleur aurait pu connaître Ellie. Elle n'avait qu'une seule suspicion. L'un des comptes s'appelait Mickey, et elle avait autrefois connu quelqu'un nommé Michael. Bien que leur relation ne se soit pas bien terminée, elle croyait qu'il n'avait aucune raison pour un tel comportement. Tout s'était passé il y a 1 an. Il avait rompu tout contact depuis longtemps et avait probablement continué sa vie.
Les représentants de la loi lui ont conseillé de suivre des cours d'autodéfense et d'éviter les promenades nocturnes. Malgré sa recherche d'aide, la situation ne semblait pas leur causer d'inquiétude particulière. Après une autre plainte, il est devenu clair. Puisque l'inconnu n'avait formellement violé aucune loi, il ne pouvait pas prendre de mesures. Ellie a pris les recommandations au sérieux et a commencé à suivre des cours d'autodéfense avec sa mère. Cependant, cela n'a rien changé à la situation. Les messages inquiétants continuaient d'arriver presque quotidiennement. Les enquêteurs n'ont pas pu retracer la source de ces messages en raison du système de cryptage complexe. Il était évident que l'expéditeur cachait soigneusement son identité. Bien qu'il y ait eu des moyens de contourner la protection, cela nécessitait un temps considérable. Les forces de l'ordre n'ont pas montré un zèle particulier dans l'enquête et Ellie a dû faire face à la situation seule. Elle espérait une fin rapide à ce cauchemar, mais la peur ne faisait qu'augmenter. Dans la semaine suivant la plainte à la police, l'inconnu est apparu 2 fois près de la maison. Même la mère d'Ellie l'a vu. Les 2 fois, la femme est sortie pour inspecter les lieux, mais n'a trouvé personne. Les policiers patrouilleurs arrivés n'ont pu trouver personne non plus. Malheureusement, la pression constante a montré ses effets. Après ces événements, Ellie a commencé à craindre d'être seule à la maison. Les amis restèrent souvent pour la nuit. La mère essayait aussi d'être à proximité pour que sa fille puisse trouver au moins un peu de tranquillité. Le mystérieux harceleur s'introduisait sans effort sur la propriété sans laisser de traces. Pendant cette période, Ellie se trouvait dans un état dépressif et souffrait d'insomnie. Toutes ses pensées n'étaient occupées que par des questions de sécurité personnelle et d'autodéfense. Heureusement, après seulement 1 semaine, une piste importante est apparue. Ellie a découvert un nouveau compte Snapchat sous le nom de Mickey Mickey. Elle s'est souvenue que son ex-partenaire s'appelait Michael Strauss. Après avoir pesé les faits, la jeune femme s'est à nouveau adressée aux forces de l'ordre. Mais le même agent a encore ignoré ses préoccupations. Selon la police, ils avaient des affaires plus importantes à traiter que de s'occuper des anciens admirateurs de la jeune femme. La relation d'Ellie avec Michael a commencé par des intérêts communs, l'art, la musique et les fêtes. Mais bientôt, la relation s'est détériorée en raison de son comportement manipulateur et dominateur. Michael insistait sur d'étranges jeux de rôle pour lesquels Ellie n'était pas prête. Quand elle a reconnu les signaux d'alarme, elle a décidé de mettre fin à la relation après 1 mois. Michael a réagi de manière inappropriée et a montré sa vraie nature. Après une série de messages désagréables, la jeune femme a changé son numéro de téléphone et le contact a été rompu. Il semblait que tout s'était calmé. Le 28 juillet 2018, Ellie écrivait à son nouveau petit ami Nate. Ils prévoyaient de se rencontrer, mais elle était inquiète à cause des promenades tardives. Nate a proposé de venir lui-même chez elle. Il a mentionné qu'il laisserait son téléphone à la maison et frapperait simplement à la porte. Au début, Ellie a hésité car elle voulait être seule, mais elle était toujours préoccupée par d'éventuels harcèlements. Nate a promis de la protéger et elle a accepté. Ce soir-là, Ellie se sentait fatiguée et voulait se reposer. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas d'amis dans la maison. Elle a effectué son rituel habituel, vérifié toutes les portes et fenêtres pour créer au moins une illusion de sécurité avant de se coucher. Malheureusement, la jeune femme ne se doutait pas qu'elle ne communiquait pas avec le vrai Nate, mais avec un faux compte qui copiait complètement le profil de son ami. Après cette soirée, Ellie ne s'est plus manifestée. Les proches n'ont pas pu contacter la jeune femme, et la mère, remplie d'inquiétude, s'est immédiatement adressée à la police. La femme était convaincue que cela était lié à un admirateur insistant qui avait harcelé Ellie depuis longtemps. Sa voiture était intacte devant la maison, comme si elle n'avait pas été utilisée le jour de la disparition. Dans la maison, il n'y avait aucune trace de sa présence. Téléphone, réseaux sociaux et cartes bancaires restaient inactifs. Les enquêteurs se sont concentrés sur l'analyse des dernières données de téléphone mobile pour déterminer l'identité du harceleur. Ils ont découvert un échange de messages avec un certain Nate
dont le numéro était enregistré dans une autre ville et était faux. La vérification du vrai Nate a prouvé son innocence. Le jeune homme avait un alibi solide pour la soirée de l'incident. Il est devenu clair que quelqu'un avait créé un faux profil convaincant, gagné la confiance d'Ellie et obtenu des informations sur le fait qu'elle était seule à la maison. La carte SIM avait été achetée via un site web spécial, ce qui a compliqué la recherche de l'acheteur. Après quelques jours, le propriétaire de la carte a pu être identifié. Comme Ellie l'avait soupçonné, c'était son ex-petit ami, Michael Strauss. Malheureusement, 2 semaines de recherche n'ont pas apporté d'informations sur le sort de la jeune femme. En vérifiant le passé de Michael, il s'est avéré qu'il avait accumulé une longue liste d'infractions sur 10 ans. Parmi elles figurait un comportement inapproprié en public, la distribution de substances interdites, la manipulation de données d'autrui et des cambriolages. En juin 2015, le jeune homme a été accusé de comportement indécent en public, ce qui a soulevé des doutes sur sa santé mentale. Après une évaluation médicale, le tribunal a ordonné un traitement obligatoire. Plus tard, il a commencé à créer de faux comptes sur divers réseaux sociaux, à travers lesquels il harcelait de nombreuses jeunes femmes. Tous les messages étaient envoyés depuis sa ville natale. C'est de là aussi qu'était enregistré le dernier numéro depuis lequel Michael avait contacté Ellie cette nuit fatidique. Fait significatif, ce numéro a été désactivé exactement le jour de sa disparition. Le 24 août, près d'un mois après la disparition d'Ellie, une découverte inquiétante a été faite dans un champ près de la ville. Cela s'est produit sur une route dans le district de Butler, à quelques kilomètres de l'endroit. Les forces de l'ordre étaient convaincues d'un lien entre la découverte et le cas de la personne disparue. Le temps et les conditions météorologiques ont considérablement compliqué le travail des enquêteurs. Une enquête spéciale était nécessaire. Au bord de la route, un paquet enveloppé de rubans adhésifs a été trouvé. Les experts ont trouvé des signes indiquant que la personne avait été soumise à de rudes épreuves. Après un examen approfondi, les spécialistes ont établi les circonstances de l'incident. Il est remarquable que le lieu de la découverte ne se trouvait qu'à quelques minutes à pied à travers un champ de la maison de Michael Strauss. Pendant tout ce temps, le public et les journalistes ont suivi avec inquiétude la recherche d'Ellie. La famille et les amis n'ont pas perdu espoir de retrouver la jeune femme. Ils croyaient qu'elle était quelque part et pouvait être sauvée. Malheureusement, un message du poste de police a détruit tous leurs espoirs. Tôt le matin, à 4 heures, les agents ont arrêté le principal suspect. L'arrestation de Michael Strauss a suscité un grand émoi. La police a dû faire de grands efforts pour préserver intacte la scène du crime. La zone a été bouclée. Des spécialistes y ont travaillé. Des drones ont survolé la maison du suspect, documentant les événements. Michael a été placé en détention avec la possibilité d'être libéré sous caution de 4 millions de dollars. Il a immédiatement été classé comme particulièrement dangereux. Parallèlement, des perquisitions approfondies de son appartement et de la scène du crime ont été effectuées. Les experts ont trouvé des traces biologiques de Michael. L'examen de son ordinateur et de son téléphone a montré que de nombreux comptes en ligne et numéros avaient été enregistrés depuis son adresse. Il échangeait constamment pour continuer à poursuivre sa cible, même après les blocages. Dans l'historique de recherche, on a trouvé des informations sur divers actes illicites, des connaissances juridiques et les peines possibles. Il a montré un intérêt particulier pour une affaire concernant un criminel de Cincinnati. La dernière recherche de ce type a été effectuée le 18 juillet, 10 jours avant la disparition de la jeune femme. Dans les jours suivants, il a recherché des informations sur la vie dans les établissements pénitentiaires et leurs règles non écrites. Manifestement, l'auteur était conscient de la gravité de ses actes et comprenait l'inévitabilité des conséquences. Le plus inquiétant était qu'il ne montrait pas de peur, mais se préparait méthodiquement. Il cherchait des moyens de supprimer irrévocablement des photos d'iCloud. Dans les pauses entre les préparatifs, il regardait des documents interdits au contenu particulièrement troublant. Certaines recherches découvertes par les enquêteurs étaient si effrayantes qu'il a été décidé de ne pas les publier. Selon de nombreux indices, Michael représentait une grave menace pour la société.
et ses actions pourraient ne pas s'être limitées à un seul incident. Pour le confirmer, on a trouvé sur ces appareils de nombreux enregistrements et images de femmes faisant du sport dans des parcs urbains. Il observait probablement celles qui s'entraînaient régulièrement dans des endroits isolés. Il est très probable qu'elles étaient toutes en danger et n'ont échappé à une rencontre avec lui que par hasard, contrairement à Ellie, pour qui il avait un plan spécial. Cependant, les psychiatres qui ont examiné son comportement ont également envisagé un scénario moins dangereux. Certaines personnes ayant des particularités se contentent d'observer les autres. Néanmoins, des preuves confirmant les pires craintes sont bientôt apparues. Michael suivait à plusieurs reprises des victimes potentielles en voiture et tentait même de prendre contact. Mais heureusement, les femmes parvenaient à s'échapper. Les nouvelles données devaient être vérifiées et la liste des incidents éventuellement élargie. Dans le téléphone du suspect, on a trouvé une carte avec une marque non loin de l'endroit où Ellie a été découverte plus tard. Les circonstances semblaient suspectes et nécessitaient une vérification, mais l'enquête est restée sans résultat. Après son arrestation, Michael est resté calme. Il a expliqué ses étranges recherches Internet et les matériaux trouvés par la préparation de tournage de films d'horreur. Selon ses déclarations, il était fasciné par le cinéma amateur et rêvait de créer son propre chef-d'œuvre. Il a également justifié son comportement inhabituel envers Ellie et la surveillance par la préparation d'acteurs. Prétendument, il voulait écrire un scénario crédible sur un harceleur, faire des essais de tournage et trouver des perspectives favorables. Tout cela n'était, selon Strauss, qu'une expérience créative. Il n'avait pas prévenu Ellie parce qu'il voulait capturer ses émotions sincères pendant l'événement. Cependant, l'accusation est arrivée à une conclusion complètement différente. Les preuves décisives étaient des objets trouvés par les enquêteurs dans la chambre de Michael. On y a trouvé les documents d'Ellie, une mèche de ses cheveux et un collier rose. Les parents ont identifié le bijou et confirmé que la jeune femme ne l'enlevait jamais. Les enquêteurs expérimentés ont remarqué que les objets trouvés ressemblaient à une collection de souvenirs. On sait que certains auteurs conservent des objets personnels de leurs victimes pour se rappeler ultérieurement de leurs actes. Lors des interrogatoires, Michael se comportait de manière provocante et arrogante. Il semblait délibérément essayer de déstabiliser les policiers. Il ne montrait aucun remords et cherchait constamment des justifications pour ses actions. Michael affirmait ne pas comprendre pourquoi l'incident s'était produit près de sa maison. Selon ses dires, Ellie aurait volontairement laissé tous les objets trouvés pendant leur relation. Bien sûr, c'était un mensonge. La jeune femme n'enlevait jamais ses bijoux et portait toujours son permis de conduire sur elle. Heureusement, sous la pression des enquêteurs, le suspect a commencé à dire la vérité. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Michael a changé sa déclaration et a décrit ce qui s'était passé comme non intentionnel. Selon sa version, il avait convenu avec Ellie de tourner un film au contenu particulier, pour lequel il lui avait promis une grosse somme d'argent. Le jour de sa disparition, il s'est rendu à sa maison et a frappé à la porte. Après une brève conversation, Ellie est sortie enveloppée dans une couverture. Michael a expliqué cela par son désir de se cacher des regards curieux des voisins. Ils sont arrivés à la maison de Michael, où il a commencé à filmer dans la cave. Selon ses déclarations, tout s'est passé de manière consensuelle, mais la situation a échappé à tout contrôle. Par la suite, Strauss a expliqué qu'il avait effacé l'enregistrement et jeté la carte mémoire. La version du suspect a éveillé des doutes chez les autorités chargées de l'enquête. Lors de la perquisition de sa maison, une étrange pièce avec un lit et des menottes a été découverte dans la cave. Les experts ont minutieusement examiné cet endroit et ont trouvé des preuves importantes, des traces du séjour d'Ellie, ce qui a été confirmé ultérieurement par des tests ADN. Les enquêteurs n'ont pas cru aux déclarations de Michael sur la participation volontaire de la jeune femme à ses projets. Ils savaient comment il l'avait attirée hors de chez elle sous prétexte d'une nouvelle connaissance. Les proches d'Ellie ont également catégoriquement nié la possibilité de son consentement à de tels enregistrements. Manifestement, elle se trouvait dans cette cave contre sa volonté.
Ce qui était particulièrement inquiétant, c'était à quel point Michael parlait calmement des derniers moments de l'incident, comme s'il s'agissait pour lui d'une affaire quotidienne. Après son arrestation, la police a reçu des signalements de personnes convaincues de l'implication de cette personne dans d'autres incidents. Malgré le travail consciencieux des enquêteurs, l'aide du FBI a été nécessaire pour découvrir toute l'étendue de ses activités tant sur Internet que dans la vie réelle. Les agents ont examiné son profil psychologique et analysé d'importantes preuves numériques. Finalement, Michael a été inculpé de plusieurs délits graves avec circonstances aggravantes, y compris la dissimulation de preuves et d'autres infractions. La base de preuves comprenait plus de 800 pages et tous les documents ont été présentés aux jurés pendant le procès. Cependant, la défense s'en est tenue à une autre version des événements. L'avocat affirmait qu'Ellie avait elle-même consenti à l'enregistrement et compris les conséquences possibles. Il insistait sur le fait qu'il n'y avait pas de préméditation préalable. Le défenseur a tenté de construire une version selon laquelle Ellie avait des problèmes avec son état mental et ce qui s'était passé pourrait être lié à une prise incorrecte de médicaments. Mais l'accusation disposait des résultats d'une expertise médicale montrant l'absence de tout médicament ou alcool dans l'organisme de la jeune femme. Les suppositions de l'avocat sur son état mental ont profondément affecté les proches, car l'inquiétude d'Ellie est née précisément de l'attention persistante de Michael. Après les audiences préliminaires, l'accusé a étonnamment reconnu sa culpabilité. Pour la famille, cela signifiait la fin d'un processus éprouvant. Ils n'ont pas eu à entendre tous les détails pénibles de ce qui s'était passé. Cependant, cette décision a également conduit à une réduction de peine. Au moins 6 chefs d'accusation ont été abandonnés dans le cadre d'un accord de procédure. Lors de la séance finale, Strauss s'est adressé aux proches d'Ellie avec un long discours et a exprimé ses regrets pour ce qui s'était passé. « Je vous en prie, croyez-moi de tout cœur. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. S'il y avait un moyen de tout changer, j'échangerais ma place avec Ellie, sans hésiter. » Les proches de la jeune femme ont perçu ces paroles comme une manipulation supplémentaire. Plus tard, la mère du jeune homme a rencontré personnellement la famille d'Ellie pour exprimer ses profonds regrets. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait élevé pendant toutes ces années une personne capable de telles choses. Son remords semblait beaucoup plus sincère. L'accusation a insisté sur la peine maximale. La défense a, comme prévu, demandé la clémence. Michael a été condamné à une longue peine de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. En plus, il a reçu 1 an et demi pour harcèlement et menaces, ainsi qu'1 an pour comportement inapproprié. Toutes les peines doivent être purgées consécutivement. Selon le juge, l'accusé méritait une chance de rédemption. Compte tenu du temps déjà passé en détention provisoire, sa première possibilité de libération se présentera en l'an 2036, la suivante en l'an 2041. Cette décision a suscité l'indignation de la famille Wake. Ils ont annoncé qu'ils seraient présents à chaque réunion de la commission pour empêcher sa libération. Beaucoup se préoccupaient encore de la question des raisons de ce qui s'était passé. Pourquoi Michael a-t-il fait cela 1 an après la séparation? Pourquoi ne pouvait-il pas continuer à vivre? Lui-même n'a donné aucune explication claire et a continué à parler d'un accident pendant l'enregistrement. L'accusation soupçonnait que l'enregistrement aurait pu être réellement effectué, mais dans d'autres circonstances, en raison d'intentions malsaines. Après l'incarcération de Michael, les proches d'Ellie se sont adressés au parquet. Les proches ont exigé que tous les agents de l'ordre qui n'avaient pas pu aider la jeune femme lorsqu'elle avait demandé protection soient tenus responsables. Une enquête interne a été ouverte. Il s'est avéré que l'un des enquêteurs avait commis de graves violations. Il n'a pas effectué de documentation appropriée ni d'enquête approfondie sur les plaintes d'Ellie pour harcèlement. En conséquence, cet officier a été suspendu de ses fonctions. En détention, Michael a partagé des informations troublantes sur Ellie avec son compagnon de cellule et a laissé entendre qu'elle n'était pas la seule concernée. Cela a confirmé les craintes de la police et les témoignages selon lesquels Michael avait également harcelé des femmes auparavant. Dans sa conversation avec son compagnon de cellule, il a mentionné une certaine Shelly, qu'il avait traitée de manière similaire et qu'il avait ensuite laissée près d'un ruisseau à proximité de la ville. La police a vérifié cette information mais n'a trouvé aucune confirmation.
En janvier 2018, la police a reçu un signalement concernant un incident dans le parc. Un inconnu vêtu d'un sweat à capuche noire et portant un masque a attaqué une jeune femme qui faisait son jogging. Il a tenté de la traîner dans les buissons et lui a ordonné de se taire. Heureusement, elle a pu se libérer et s'enfuir. Michael est également examiné pour un possible lien avec une autre affaire non résolue retentissante. Kathleen Markham a disparu en août 2011 de sa maison à Fairfield, Ohio. Cela s'est produit après une fête à laquelle Michael était présent. Lors de cet événement, Kathleen s'est photographiée avec son petit ami et Michael. En 2013, à Cedar Grove, Indiana, des découvertes inquiétantes ont été faites en relation avec sa disparition. Les enquêteurs ont découvert dans cet incident des méthodes similaires à d'autres cas. Les enquêtes se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Il existe des soupçons sur l'implication de cette personne dans d'autres cas similaires, mais jusqu'à présent, on n'a pas pu trouver suffisamment de preuves.